Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition à partir de 17h pendant une heure. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le démarrage d'une semaine clé, la dernière grosse semaine de l'année pour les marchés et les investisseurs en termes de flux de nouvelles, avec une vingtaine de banques centrales à travers le monde qui vont se réunir pour des réunions de politique monétaire. Parmi ces 20 banques centrales, il y aura évidemment les plus importantes, à commencer par la Réserve fédérale américaine qui entamera demain sa réunion de 2 jours. La décision est attendue mercredi soir du côté de la Fed. Et puis jeudi sera une journée importante également en Europe avec les réunions de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre. Des réunions de politique monétaire évidemment très attendues dans un contexte sanitaire qui s'est à nouveau dégradé. On notera la dernière alerte qui a été sonnée par le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui estime que la vague Omicron pourrait être un raz-de-marée pour la population britannique notamment, ce qui devrait inciter la Banque d'Angleterre ce jeudi, je le rappelle, à rester assez prudente sur l'idée d'une première hausse de taux, qui pourrait être décalée bien sûr au début de l'année 2022, le temps d'y voir un peu plus clair sur le front sanitaire. Sur le plan technique, ce sera aussi une semaine très très importante après des mouvements de montagnes russes un peu violents depuis 3 semaines maintenant. Nous aurons l'échéance trimestrielle, la dernière de cette année 2021, ce vendredi, avec l'expiration de différents produits dérivés, des contrats futurs sur indice, notamment le CAC 40 pour l'instant se tient au-delà des 7000 points et ce sera évidemment l'occasion de faire un point sur les enjeux techniques de la semaine comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct. Des marchés européens qui sont plutôt positifs à mi-séance au démarrage de cette semaine qui s'annonce intense en matière notamment de politique monétaire. Les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen. Un peu de vert pour commencer la semaine. L'indice parisien accueille non sans un certain enthousiasme la perspective en Chine de mesures de soutien. Réunis vendredi à l'occasion de leur conférence annuelle sur l'économie, les responsables du Parti communiste chinois se sont engagés à renforcer les mesures budgétaires, à rendre la politique monétaire plus flexible et d'assurer ainsi la stabilité de l'économie en 2022. Et puis de porteurs, on trouve aussi la hausse des marchés américains. Vendredi à Wall Street, le S&P 500 inscrivait un nouveau record en clôture et ce en réaction à un taux d'inflation de 6,8% sur un an en novembre, au plus haut depuis 1982, mais aussi parfaitement raccord aux attentes. Une évolution dont la Fed devrait prendre acte mercredi en retirant de son communiqué le qualificatif transitoire au sujet de l'inflation. Elle devrait aussi accélérer le processus de réduction du montant de ses achats d'actifs. Dès lors, la Fed devrait amorcer un cycle de hausse de ses taux d'intérêt. Cette semaine sera donc celle des banques centrales et de leurs décisions. Jeudi, ce sera au tour de la BCE et de la Banque d'Angleterre de se réunir. Viendra ensuite le tour de la Banque du Japon vendredi. Les marchés vivront aussi et toujours au rythme de l'évolution de la situation sanitaire et des informations quant à l'efficacité des vaccins contre le nouveau variant. Au Royaume-Uni, Boris Johnson met en garde contre le risque d'un raz-de-marée de contamination au nouveau variant et relève le niveau d'alerte dans le pays en renforçant son plan vaccinal. Pour l'heure et dans le monde, aucun décès lié à ce variant n'a été signalé. Selon une étude des autorités scientifiques israéliennes, l'administration de 3 doses de vaccin offre une protection efficace contre Omicron, constat qui renforce les études déjà menées par Pfizer et BioNTech. Côté valeur, l'annonce chinoise dope le secteur des matières premières. Le stock 600 des ressources de base progresse et signe la meilleure performance sectorielle en anticipation d'un renforcement de la demande de métaux. ArcelorMittal bondit dans le sillage de la progression des cours du minerai de fer en Chine. Le fabricant de câbles Nexans grimpe aussi. Les cours du pétrole suivent le mouvement. Total Energy avance. Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen.
Les enjeux techniques de la semaine, on en parle chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau. Bonjour Romain. Bonjour Grégoire. Merci d'être là, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct pour le plan de trading donc de la semaine. Semaine intense, je le disais, 20 banques centrales qui se réunissent, les plus importantes, Fed, BCE, Banque d'Angleterre, la Banque du Japon se réunira également en fin de semaine. Vendredi qui sera également la dernière échéance trimestrielle de cette année 2021. En plus. Si on refait un peu la séquence, donc dernière échéance c'était le 19 novembre, on avait marqué un top sur le CAC à près de 7200 points, c'est le niveau avec lequel le CAC 40 Cash est allé flirter. Une semaine après, 26 novembre, coup de semonce avec l'apparition du variant Omicron, on perd 4,75% sur la séance du 26 novembre. Force est de constater que depuis, cette alerte baissière qui était majeure quand même, a été contrée notamment par une ou deux séances de forte hausse en début de semaine dernière. Oui, toujours très technique, extrêmement brutal, des moments qui ne laissent pas beaucoup de temps aux opérateurs pour intervenir. Alors, ceci dit, le creux a laissé un peu plus de temps que d'habitude, puisqu'on a passé quelques jours, presque 8 jours en bas, entre 6006 et 6008 approximativement, et avant de rebondir sur des considérations techniques, baisse de la pression baissière, et on l'évoquait en début de semaine dernière, le solde de vendeurs s'était racheté, et on a déclenché un mouvement qui est avant tout technique. Sur les indices américains qui surperforment, on se rapproche des tops, le S&P s'est même offert une clôture à un plus haut historique, symbolique, parce que c'est des niveaux qu'il avait touchés, mais il a clôturé à ce niveau-là. Pour les indices européens, on va le voir, c'est un peu plus mou, on rebondit, on est allé tester les niveaux de 50 à 60% de retracement du mouvement, et là on oscille, on est en situation d'attente pour l'instant. Marché qui est difficile à lire, parce que, absence de liquidité, il y a beaucoup d'intervenants qui sont sortis du marché, parce que rendez-vous important, et effectivement, les déterminants vont être importants, même si probablement les craintes ne sont pas majeures pour cette semaine autour des rendez-vous des banquiers centrales, des banques centrales. En revanche, semaine hyper technique et des points, et on va le détailler sur le CAC 40, en tout cas des niveaux qui sont vraiment importants à défendre, avec des intérêts qui sont assez marqués et qui pourraient entraîner des mouvements assez brutaux, assez violents. Et puis un marché hyper technique, on le voit aussi avec la volatilité qui a quand même connu un gap sur le VIX, gap baissier de 9% et une amplitude de move de variation de 30% en 2 séances. Waouh! Donc, un trou de cotation. Alors, un gérant m'a expliqué qu'on pouvait laisser des gaps ouverts sur certains indices actions. Ça arrive historiquement. Je crois que même sur le CAC, il y a des gaps qui remontent à très très loin. Il m'a dit il y a une exception sur le VIX, donc l'indice de la volatilité du marché américain. Il dit le VIX va toujours combler les gaps. Effectivement, il n'y a pas donc, s'il y a un gap ouvert, voilà, il faut l'avoir en tête sur le il VIX. est très grand. On n'en a pas connu comme ça depuis longtemps, et c'est dire le niveau de technicité actuel du marché, les enjeux et les retournements, les contre-pieds qui se jouent ici. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, du signal envoyé par le S&P 500, symbolique, vous nous dites, vendredi en clôture, mais quand même, un nouveau record en clôture pour l'indice large américain. Exactement. On se rapproche du canal haussier de moyen terme. On est en fait dans un trading range, 4535 en bas, 4712 en haut, c'est le niveau de clôture. C'était la résistance précédente, on avait mis 4718, on a ajusté grâce à ça. C'est une clôture qui est effectivement à un plus haut historique. On voit que ça ne va pas beaucoup plus haut que les semaines précédentes. C'est un graphique en hebdomadaire, donc il y a plus d'un mois de cotation précédemment, avant donc d'atteindre ce niveau. Ceci dit, si on arrive à s'installer au-dessus de 4712, on pourrait dupliquer le trading range par le haut, aller chercher des extensions, 4889 points, pourquoi pas. On voit que ça ne laisse pas un potentiel gigantesque à la hausse. En revanche, on a des niveaux d'alerte et sous les supports, donc 4535, des niveaux de retournement potentiels qui sont un peu plus importants, un peu plus marqués. Alors, peut-être pas dans l'immédiat. Pour l'instant, on n'a pas de figure de retournement. Les indices américains sont forts. Tout ce qui est structure de faiblesse est rapidement contré, on le voit. Donc pas d'alerte majeure sur les indices américains, mais des niveaux techniques à surveiller et des niveaux d'alerte qu'on remonte. L'alerte de court terme, c'est 4535 maintenant. Ouais, effectivement. Mais alors, au-delà du S&P 500, intéressant, si on regarde le Nasdaq, là, vous décriviez la situation de marché comme étant finalement assez neutre aujourd'hui, un partout balle au centre. Le Nasdaq illustre bien cette idée-là. Enfin, on est vraiment au centre là, du canal haussier de moyen-long terme pour le Nasdaq. Oui, ça va se dégrader au fur et à mesure des graphiques qu'on va regarder. Et oui, effectivement, si on regarde le Nasdaq, lui, il est au milieu de son canal haussier de long terme maintenant. Il n'est pas parvenu à aller chercher la borne haute. Il n'est pas non plus allé chercher la cible baissière de son épaule, tête-épaule. Il s'est arrêté avant à 15 660. Il a largement rebondi. Gap aussi. Et puis, il s'installe maintenant dans un petit trading range. 16 142, 16 394. Ça va nous en dire beaucoup plus au débordement de ces niveaux-là. Soit on repart à la hausse, effectivement. 16 636. 16 892, pourquoi pas la borne haute du canal haussier. On a une structure possible de retournement
plus courtes, si on zoome en quelques heures, qui pourraient se mettre en place, des tête-épaule inversées. Mais c'est assez brutal et pour l'instant, il n'y a pas d'éléments et on voit que ce mouvement de baisse, il n'a pas été complètement invalidé sur le Nasdaq lui-même avec des valeurs qui peinent un peu sur cet indice-là. Donc voilà, une situation d'attente et encore un potentiel de hausse. Des niveaux d'alerte qu'on remonte aussi sous 16 142. L'alerte intraday, l'alerte de court terme 15 660. Quand vous dites des valeurs qui peinent un peu sur le Nasdaq, c'est même la majorité des valeurs qui peinent beaucoup. Exactement. J'ai regardé ça. Oui, c'est ça. C'est toujours une poignée de valeurs, celles qu'on connaît, Apple, etc., qui se rapprochent des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, qui tirent cet indice. Quand on regarde le reste de la composition du Nasdaq, beaucoup de valeurs sont déjà sous des niveaux techniques, des moyennes mobiles ou autres importants. Important, effectivement. Et donc, cette concentration, elle est risquée. On a des statistiques de Bloomberg qui indiquaient que la concentration était sur 5 grosses valeurs sur la majorité de la performance. On est effectivement dans une configuration qui est très, très, très concentrée. Il va falloir pouvoir tenir ces niveaux-là. Pour l'instant, encore une fois, pas de figure de retournement. En revanche, on voit un peu de volatilité. En haut de marché, il va falloir que ça se tasse, ça se calme. Tout ça, ça peut inciter à des retournements. Dans quelle mesure la situation des indices européens est un peu plus faible peut-être que celle des indices américains, si on regarde l'Eurostoxx? Si on regarde l'Eurostoxx après ça, on voit que l'Eurostoxx, lui, il n'est pas parvenu à aller chercher des niveaux majeurs, des niveaux vraiment importants. Il est dans un canal haussier de moyen terme, donc le trend reste haussier. Il est dans un canal haussier de long terme aussi, les grandes obliques violettes que vous voyez de chaque côté, très en haut et très en bas du graphique. Mais dans le canal bleu, voilà, on est à l'intérieur de ce canal. On a tenté une sortie par le haut, on l'a intégré brutalement. On a rebondi que de 50%. On est allé chercher la zone des 50% et on est avec une mèche qui est beaucoup moins jolie en fin de semaine sur l'Eurostoxx, qui revient au contact de support important, effectivement, 4189, c'est un niveau à préserver, 4250, vraiment un niveau à déborder. Et les niveaux ensuite sont importants aussi, parce que au-delà de 4300 et 4400 sont des niveaux de résistance majeurs qui datent de 2000 et de 2008 sur l'Eurostoxx. Alors on a zoomé un petit peu ici pour avoir une photographie plus courte, mais de la même façon, on va remontrer notre alerte de court terme à 4034. C'est loin, 4034 quand même, mais on a effectivement ces plages de fluctuation. Et pour l'instant, ces grandes mèches basses qui montrent que l'indice repaye à chaque fois. La mèche haute de fin de semaine dernière montre qu'on prend rapidement du bénéfice, qu'on va avoir du mal. Il va falloir trouver du momentum pour aller déborder ces niveaux. Bon, et si on regarde plus précisément le CAC 40, donc le futur CAC, le support qui permet de trader le CAC 40 sur une vision quotidienne. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation technique là, pour les prochaines heures et les prochains jours, Romain? Alors déjà une figure relativement rare sur un indice, un Island Reversal, c'est-à-dire que cette structure que vous voyez encadrée en bleu est en fait un mouvement qu'on a décrit tout à l'heure, un gap baissier, cotation pendant quelques jours, et gap haussier fort de l'autre côté. Ça laisse une plage de cotation isolée. C'est un Island Reversal, c'est normalement un signe fort. On voit qu'on s'en est éloigné assez rapidement, qu'on revient bien au niveau dans un trading range, dans une zone qui, à mon sens, est 6972, 7100. 7101, on retrouve extrêmement bien donc, dans ce trading range les niveaux que nous indiquent les ratios de couverture. Alors, on a consolidé vendredi avec une diminution du nombre de contrats futurs, toute échéance confondue, 7000 contrats de moins, toute échéance confondue. C'est-à-dire qu'on roule des positions sur le mois de décembre, mais on aurait pu penser que l'intérêt resterait maintenu. Il a diminué vendredi dans la baisse. Donc, baisse de la pression baissière. Théoriquement, c'est ce qu'on a connu précédemment. Il y a moins de vendeurs, donc un marché qui doit stabiliser ou monter, théoriquement. Donc, en revanche, la structure des options nous donne des éléments intéressants et on retrouve exactement ces niveaux d'intervention. C'est 4950, 7100. 6950, pardon, 7100, qui est le trading range important, dans lequel il y a de l'intérêt, il y a des options. Au-delà de 7100, c'est très étonnant, comme si le marché n'envisageait pas qu'on déborde ce niveau, en tout cas dans la structure des options. Et donc, si on passe le niveau de 7100, il peut se passer vraiment des mouvements techniques très, très forts d'ici la fin de la semaine, liés aux arbitrages et à l'équilibrage des positions d'options. À travers les options, le marché des options que vous suivez très précisément, Romain, vous dites, les investisseurs sont pas prêts à un scénario, enfin, n'ont pas prévu de scénario au-delà de 7100 points pour le CAC 40. Là. Il y a peu ou pas d'options autour de 7100 points. Donc, si on déborde ces niveaux-là, il va falloir équilibrer les positions. Et donc, soit les mouvements vont se faire dans la semaine et ça permettra d'équilibrer tout ça sans l'utilisation de futurs. Sinon, ce sont les futurs qui vont devoir équilibrer ça et donc accentuer les mouvements.
Donc, 7100, c'était à peu près l'échéance, encore une fois, de novembre. C'est effectivement. Ça, le 19 novembre dernier. Et puis c'est un niveau sur lequel on voit qu'on a franchement buté 2 fois la semaine dernière, qui a donné des retracements assez marqués. Et on arrive en plus à cette échéance avec un niveau de couverture qui n'est pas extraordinaire sur les niveaux actuels, qui est donc un peu de densité en 6950, 7100. Et en dessous de 6950, il n'y a pas grand-chose jusqu'à 6845, un peu, mais c'est surtout 6008. En dessous, le niveau, on retrouve de la densité, et un support majeur qui est, à mon sens, j'ai simplifié beaucoup le graphique, mais un support majeur qui était aux alentours de 6735. Et donc on retournerait assez rapidement sous l'alerte de court terme 6845, et ensuite assez rapidement dans la zone d'alerte de moyen terme qu'il faut vraiment préserver, puisqu'on est allé la retester une fois, et revenir c'est jamais très bon, surtout quand on s'en est éloigné avec un gap, donc rompre et retourner à l'intérieur de cette zone d'island reversal, c'est pas extraordinaire. Donc on a un ratio de couverture qui est moyen sur les niveaux actuels, ce qui est assez étonnant compte tenu des niveaux, et donc des investisseurs qui rentrent, qui achètent des actions avec des volumes qui restent quand même plus lourds à la baisse systématiquement. Voilà. Donc pour l'instant, à court terme, la photographie est haussière, à moyen et à un peu plus long terme, on commence à avoir des signaux de fatigue dans ce marché et un peu de complaisance, même si la volatilité reste haute. Et un point intéressant là-dessus, il faut le rappeler, le niveau de volatilité, il est pris un petit cran plus haut qu'avant. Et j'ai l'impression que la volatilité est plus chère et que les niveaux qu'on connaissait précédemment de volatilité sont plus strictement les mêmes aujourd'hui pour différentes raisons, mais techniques et autres. Mais en tout cas, le rationnel, la base d'une volatilité complaisante doit être pris un peu plus haut aujourd'hui. C'est plus 10 le niveau de complaisance sur la vol, c'est peut-être autour de 15, enfin j'en sais rien. Voilà, mais pour donner sur le VIX, c'est le cas. Sur le VIX, c'est le cas. Bon, si on termine avec d'autres actifs, alors le dollar, toujours une grande question sur le dollar, donc ça a été un des contre-pieds majeurs de cette année 2021, puisque le dollar s'est apprécié avec même une accélération à la hausse ces dernières semaines et ces derniers mois. On est toujours dans cette idée d'un dollar qui peut continuer d'accélérer à la hausse, Romain ? Oui, tout à fait, sauf qu'il bute depuis 4 semaines maintenant sur une résistance importante à 96,60 sur notre graphique, et qui pourrait retracer un petit peu. On a formé une structure de retournement importante qui est marquée par cette oblique noire, au-delà de laquelle on est sorti, sur laquelle on a formé un throwback, on s'est appuyé dessus, on est allé accélérer, et on évolue très proprement à l'intérieur de ce canal haussier de moyen terme maintenant, donc il y a plusieurs mois. Et effectivement, la cible se situe plutôt aux alentours de 89,10. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'inverse, je ne vous ai pas proposé le graphique ici, mais sur l'euro-dollar, on est allé chercher la cible de la figure de retournement baissière en épaule tête épaule, qui était située entre 1,11 et 1,12, grossièrement 1,12,04, et on est allé s'appuyer sur la ligne de tendance baissière de très long terme, celle qui datait de 2008 et qu'on avait débordée en août 2020. Donc on a touché les cibles, et on le voit bien sur ce graphique-là, et donc il pourrait y avoir un reflux, un petit retracement peut-être à court terme, mais pas de signal de retournement dans l'immédiat, mais en tout cas une zone qu'on n'arrive pas à franchir, à un gros niveau de résistance, qui est un niveau de support majeur sur l'euro, gros niveau de résistance sur le dollar, mais le mouvement reste haussier, donc on pourrait envisager un petit retracement, ce qui peut être intéressant pour l'évolution de matières premières éventuellement. Exemple, l'or. Alors l'or, je ne sais pas si l'or a déçu ou pas cette année. En tout cas, quand on regarde tous les jours l'or, c'est toujours autour de 1780, 1800 dollars maximum, quoi. Exactement. Alors on évolue au sein d'un triangle maintenant très, très marqué. Il y a une ligne de tendance haussière de long terme sur laquelle on s'est appuyé plusieurs fois. On a une petite mèche d'accélération en dessous et un support à 1670 $ l'once. Et on voit que les cours se concentrent. Alors ils sont plutôt en partie basse pour l'instant du triangle symétrique, mais si on arrive à dépasser 1814 et surtout 1877 et cette oblique noire qu'on a ici, oblique baissière, eh bien effectivement on a des chances d'accélérer à nouveau. La baisse et ce petit reflux du dollar pourrait peut-être permettre de détendre les choses et de permettre à l'or d'accélérer, l'or qui a quand même très bien tenu malgré l'accélération haussière du dollar. Donc un reflux pourrait être un signal. Donc on surveille ce genre de signaux de corrélation intermarché. Bon. Le dollar, l'euro-dollar, qui sera un des actifs clés à suivre au gré des réunions de Banque centrale cette semaine, à commencer par la Fed mercredi soir pour la décision et la Banque centrale européenne jeudi. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi à la mi-journée pour le plan de trading avec Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart.
À propos de Banque centrale, évidemment, parlons de la réunion de la Réserve fédérale américaine qui commencera demain jusqu'à mercredi. Thomas Kosterg est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior chargé des États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Ouais, on va parler de la Fed, mais un mot quand même, un commentaire a posteriori sur le dernier chiffre d'inflation qui a été publié mercredi aux États-Unis pour le mois de novembre, donc 6,8. On est sur un nouveau record depuis une quarantaine d'années maintenant. Qu'est-ce que ce dernier rapport sur l'inflation aux États-Unis nous apprend peut-être de nouveau dans la série d'une inflation à plus de 5% maintenant aux États-Unis depuis 6 mois? Oui, donc il y a, comme vous savez, ce débat, est-ce que l'inflation est transitoire ou permanente? Moi, ce que je regarde en particulier, s'il fallait que je sélectionne une donnée, c'est la différence entre les services et les biens. On voit qu'on a toujours une inflation qui est davantage tirée par les biens que par les services. Pour les services, cœur, on est à 3,3% en glissement annuel. On n'est pas très loin de la moyenne de long terme qui est autour de 2,8%. Donc bref, il n'y a pas encore une forte propagation aux services. Et c'est là où je m'inquiéterais vraiment au niveau des effets de second tour. Donc moi, on ne voit pas forcément de boucle prix-salaire s'enclencher, même si les salaires sont élevés, mais je pense que le secteur de danger est encore plus élevé au niveau des salaires. Donc on voit aussi dans ces prix des services qu'il n'y a pas d'enclenchement. Et donc on resterait dans une inflation temporaire, mais temporaire qui dure, puisque les goulets d'étranglement sont encore là. On sait que le prix des voitures reste très élevé. Et en plus, là maintenant, on va sur une vague de prix des loyers qui va continuer à supporter l'inflation. Donc on va être sur un plateau assez élevé pour les prochains mois, mais en deuxième moitié de l'année prochaine, il est fort à parier que l'inflation devrait un peu décélérer. Est-ce qu'en niveau, on a l'idée quand même qu'on est proche du pic, là quasiment à 7% sur l'inflation globale aux États-Unis sur un an? Ce que je notais, moi, c'est que pour la première fois depuis 6 mois maintenant, le consensus des économistes était plutôt bien positionné. C'est-à-dire que le chiffre de vendredi n'a pas surpris à la hausse, alors que c'était la règle précédemment sur cette séquence, encore une fois, d'inflation à plus de 5%. Est-ce qu'il y a l'idée d'un pic quand même désormais là, Thomas ? Oui, les économistes sont bons là parce qu'ils sont allés dans la microéconomie de cette inflation CPI, puisqu'on a vu beaucoup de catégories, en particulier les voitures d'occasion par exemple. Ce sont plein de petits prix comme ça qui ont beaucoup drivé l'inflation aux États-Unis. Donc il a fallu vraiment descendre dans les catégories de prix. Je pense que les économistes ont fait un bon boulot là-dessus. Et en effet, le chiffre de 6,8% d'inflation en glissement annuel était conforme aux attentes du marché. Je pense qu'au niveau du, est-ce qu'on est proche du pic? Oui, on en est pas loin. Je pense que l'inflation dans les prochains mois, on va être sur une ligne de crête qui va un peu ressembler à la crête du Jura, mais on n'est pas loin en effet du pic à mon avis. Bon, on suivra ça évidemment encore dans les prochains mois. Et donc, là, l'heure de la décision pour la Banque centrale américaine, qui, malgré le variant Omicron et la résurgence épidémique, semble rester droit dans ses bottes avec l'idée qu'il faut quand même normaliser, peut-être d'ailleurs, un rythme un peu supérieur. Est-ce que c'est ce qui vous attendez pour cette réunion de cette semaine, Thomas ? Tout à fait, et rappelons encore une fois le contexte. On avait un rapport de l'emploi qui a montré quand même un marché de l'emploi américain qui est tendu. On est à 4,2% de taux de chômage, ce qui est donc très bas, avec des signes qu'il y a quand même une tension structurelle sur le marché de l'emploi. Deuxième point concernant Omicron, on a quand même des commentaires du Dr Fauci qui sont plutôt, j'ai envie de dire, positifs, ou en tout cas pas aussi négatifs qu'attendus. Et troisième point, là on a eu le chiffre d'inflation, on a quand même une inflation à 6,8%, et en plus une inflation qui devient un problème politique, puisqu'on a y compris des démocrates qui demandent à la Réserve fédérale de faire quelque chose. Donc il est fort à penser que oui, la Fed accélère un peu le calendrier sur la fin du QE, et qu'elle, notamment qu'on aille vers une fin du QE plutôt vers le mois de mars, alors qu'elle était attendue en juin auparavant. Donc ça ouvrirait les portes pour potentiellement des hausses de taux supplémentaires en 2022. Vous en voyez 3, notamment de hausse de taux. Thomas, le marché en général en voit 3 également l'an prochain. Comment le discours de Jérôme Powell sur ce front des hausses de taux va évoluer? Donc on sait que les membres de la Fed vont projeter les intentions qu'ils ont chacune en matière de taux directeur. Donc le nuage de points va sans doute bouger pour 2022. Mais à travers le président de la Réserve fédérale américaine, quel va être le discours? Est-ce qu'il va commencer à recorréler peut-être le tapering avec la séquence de hausse de taux qui pourrait suivre?
Oui, encore une fois, il marche sur des œufs, hein. Jérôme Powell, on a un marché évidemment qui a potentiellement peur, hein, de ces hausses de taux, mais je pense que voilà, Jérôme Powell va insister quand même sur 2 points. Le premier, c'est qu'il pense toujours que l'inflation devrait se calmer dans la deuxième moitié de l'année, même si il va ne plus utiliser le mot transitoire, parce qu'on sait qu'il y a un bagage en termes du vocabulaire de ce mot transitoire, notamment au niveau politique. Donc ça, c'est un terme à bannir. Mais deuxième point, il va aussi insister sur le fait que la montée des taux sera lente et aussi qu'elle restera dépendante des données économiques en 2022 et 2023. Donc on ne va pas sur une Fed qui s'apprête à appuyer sur le frein avec les deux pieds, hein. On est très loin. Moi, je me souviens de la dernière séquence de resserrement monétaire, alors qu'il s'était terminé un petit peu en eau de boudin pour les marchés fin 2018. Mais à l'époque, la Fed était en pilote automatique. C'est-à-dire qu'on réfléchissait même plus, on montait les taux à chaque réunion et on réduisait le bilan en parallèle, Thomas. Enfin, ce schéma-là, il est très loin de nous aujourd'hui. Il y a un vrai débat, hein, sur le bilan, d'ailleurs. On n'a pas eu beaucoup de commentaires des membres de la Fed. Il est fort à parier, à mon avis, que la question du bilan va attendre. À mon avis, d'ailleurs, je ne vois pas comment la Fed peut annoncer une baisse du bilan, en tout cas en 2022. Ça me paraît assez peu probable, parce qu'on sait qu'il y a une sensibilité, notamment par rapport au marché financier, de ces chiffres du bilan. Le deuxième point, c'est aussi, en effet, où est-ce que la Fed va s'arrêter ? On a quand même un consensus du marché qui aussi m'a vu que la Fed aura du mal à dépasser le seuil fatidique des 2%, qui correspond plus ou moins à l'inflation de long terme. Donc bref, on a une Fed qui, à mon avis, dans le long terme, gardera des taux négatifs une fois ajusté de l'inflation. Taux réel négatif, hein, c'est un point d'ancrage fondamental là, pour l'architecture financière pour 2022 et au-delà sans doute. Thomas, un petit mot de politique peut-être pour finir. Je ne sais pas quels sont d'ailleurs les enjeux de politique de fin d'année pour Joe Biden, le Congrès américain. On est en train de reporter à nouveau, je crois, l'idée du plafond de la dette, hein, qui doit être atteint normalement cette semaine. Bon, est-ce que c'est le dernier enjeu de cette année 2021 pour les membres du Congrès ? Alors l'enjeu, c'est surtout le plan Build Back Better, ou le plan d'infrastructure humaine de Joe Biden à 1,75 trillion de dollars. On voit que ce plan a un peu du mal à se concrétiser au Sénat et qu'il risque d'être repoussé au mois de janvier. On a des centristes, des démocrates centristes au Sénat, qui ont notamment peur de l'inflation. Ils ont peur que plus de déficit budgétaire va encore plus alimenter cette inflation, et cette inflation qui pourrait devenir un souci politique dans les élections de mi-mandat du mois de novembre 2022. On sait que voilà, les démocrates en pâtissent de cette inflation, et en particulier le président Joe Biden, dont la cote de popularité s'effrite semaine après semaine. Donc il y a un vrai sujet au sujet de l'inflation, mais aussi avec des répercussions sur les grands plans de Joe Biden. Merci beaucoup Thomas pour votre éclairage hebdomadaire sur les enjeux américains de la semaine, à commencer donc pour cette semaine la réunion de la Réserve fédérale américaine. Demain et après-demain, la décision est attendue mercredi soir. Thomas Koster qui est avec nous à distance depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Ainsi se termine cette édition de la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve ce soir à 17h en direct.